On fait un top tiers des meilleurs films aux Oscars de 1989 à aujourd'hui, à 2021. Si vous vous demandez pourquoi à soir j'arrête à 1989, dans les Oscars, j'ai vu tous les films des meilleurs films aux Oscars jusqu'à 89. En 88, c'est le dernier empereur. Les critères qu'on va faire ce soir. Comment on va décider quel film est classé où? On va prendre quelques critères pour comme se donner une marque. Donc, on va parler, est-ce que le film est d'un point de vue qualité technique, caméra, décor, montage, musique? Est-ce que le film est d'une qualité narrative, donc scénario, jeu d'acteur, mise en scène, et la thématique? C'est important aussi parce qu'il y a des films, des fois, on se dit pourquoi ils gagnent aux Oscars parce qu'il n'y a pas l'air d'être. Il n'y a pas le côté technique incroyable, mais des fois, il y a une thématique vraiment importante. Surtout ces dernières années. Les Oscars des 10 dernières années, on est vraiment plus d'un côté thématique. On va comparer avec ce qui est sorti la même année, qu'est-ce qui était nominé contre. Ce ne sera pas notre critère décisif. On va aussi dire si on a aimé le film. Hein? C'est mon classement, on va se le dire. C'est moi qui. C'est mon opinion un peu, ma opinion. Donc, si le film, je l'ai vraiment aimé, il va être un petit peu plus haut dans le classement. Puis si quand je l'ai vu, je l'ai pas aimé, il va descendre. Le cinéma, c'est un art, mais c'est aussi un divertissement. Donc, dans les critères, c'est est-ce que le film est le fun à regarder? Parce que c'est le fun que le film soit beau techniquement, qu'il soit artistique. Mais si t'as pas le goût de le réécouter après, je veux dire, au final. Les Oscars, ce n'est pas nécessairement un gage de vérité. C'est souvent donc une campagne publicitaire. J'en parlais avec 99 Shakespeare in Love, je spoil un petit peu, mais on va parler d'Harvey Weinstein et de sa technique qui a fait qu'il donnait beaucoup d'argent pour que certains gagnent. Pourquoi ça a été créé à la base, l'Academy Award? C'était en 1929-1928 environ que les Oscars ont été créés. Et c'était pour faire une promotion du cinéma américain. Donc, les Oscars, c'est vraiment pour promouvoir le cinéma américain. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Théoriquement, les prix Iris, ils ont été créés pour faire une promotion aussi du cinéma québécois. Donc, c'est normal. Mais ils ont remarqué que quand un film gagne aux Oscars, il fait plus d'argent. Donc, c'est sûr qu'il y a des producteurs qui font une grosse campagne parce qu'ils savent que s'il est écrit gagner un Oscar, ça va avoir une retombée économique. Après, ça ne veut pas dire non plus que tout ce qui gagne aux Oscars, c'est juste une affaire d'argent. Des fois, les films qui gagnent aux Oscars méritent vraiment leur prix. Des fois, on va le voir, on se le demande pourquoi ce film-là a gagné cette année-là. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'aux Oscars, il y a quelque chose de particulier. Toutes les catégories, sauf meilleur film, quand ils gagnent, c'est celui qui a le plus de votes. Donc, quand le réalisateur gagne, meilleur réalisateur, ils sont 5 qui sont nominés, et c'est celui qui a le plus de votes. Pour meilleur film, ce n'est pas comme ça. À partir de 2010, ils ont changé un peu le système de votation. 2010 ou 2011. Ils votent plus « Ah, ça, c'est le meilleur film ». Ils font un classement. Lui est premier dans mon cœur, lui est deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Donc, c'est plus le film qui fait l'unanimité en termes de classement. C'est une bonne chose et une mauvaise chose. Des fois, tu as des petits films qui vont gagner comme Moonlight, donc ça permet de sortir des petits films du lot, ou ça peut avoir des films vraiment très très beige qui sont pas risqués en thème artistique ou de thématique. Il n'y a aucun mauvais film. Il n'y a aucun mauvais film dans tous ceux qu'on va parler ce soir. Il y a par contre des films qui ne méritaient pas de gagner. C'est différent. Donc, tous les films sont en haut de la moyenne. Pour vrai, il y a peut-être un film qui est moyen là, qu'on va parler tantôt. Mais il n'y en a aucun qui est vraiment mauvais, comme que je dirais Arc, allez pas voir ça. Mais il y en a que je fais comme voir que ça a gagné. Même s'il y avait rien en face qui était bon, pourquoi ce film-là a été nominé aux Oscars à la base? Donc là, premier, Rain Man. C'est un film correct. En fait, non, c'est un film qui est vraiment divertissant. Rain Man, c'est un film qui est le fun à regarder. Mais là, ça va être un peu plus compliqué pour celle-là. J'ai pas vu les autres films en compétition de cette année-là. Donc, je sais pas si c'est le film qui le méritait le plus. Mais on va juste commencer avec les points de vue artistiques. Rain Man, c'est divertissant. Mais c'est pas genre, disons, la caméra est plus folle, le montage est plus folle. Les décors, c'est un casino, une maison. Il n'y a rien qui est vraiment, je dirais, incroyable comme aux Oscars. Oui, bonjour. Les performances des acteurs sont bonnes. La mise en scène de Barry Levinson, en général, Barry Levinson, là, je le trouve qui est correct. Il fait sa job. C'est pas un mauvais film. Je dis pas que le film irait dans Mais pourquoi? Je dis pas ça.
Mais je dirais, c'est correct que ça passe aux classes moyennes. C'est pas Oscar niveau, c'est ça que je veux dire. C'est quoi Oscar niveau? C'est comme... Le but d'un Oscar, c'est de dire, regardez, ça c'est le meilleur film de cette année-là. Puis est-ce que Redman était le meilleur film de cette année-là? Je ne sais pas, mais ce n'est pas à ce point-là mauvais. Au pire, c'est une belle histoire avec une amitié. C'est pas aussi pire, Redman, que Driving Miss Daisy. J'ai réécouté Driving Miss Daisy aujourd'hui parce que je ne me rappelais rien de ce film. Et aujourd'hui, je l'ai écouté vers midi à 14h. Une heure après, j'avais encore oublié ce film. Driving Miss Daisy, quel film oubliable! Ce film-là, directement, mais pourquoi? Le film, en fait, ça raconte l'histoire d'une vieille madame sudiste, on est dans les années 40, en Georgie, et elle est rendue trop vieille pour conduire. Donc son fils engage un homme pour la conduire, un homme noir, Morgan Freeman. Noir parce que ça a une importance, on est dans la Georgie quand même des années 40, il y a du racisme, tout ça. Et la vieille madame a des préjugés envers tout le monde. Elle n'est pas nécessairement raciste, elle est juste une vieille madame aigrie et qui est difficile à vivre, qui est fière. Et son fils lui engage un chauffeur et elle est réticente. Et au cours du film, il développe une amitié. C'est léger. Un film, c'est du drame. Un film, c'est des conflits. Pas nécessairement besoin que ce soit comme du gros conflit sale qu'on se chicane puis que c'est lourd. Mais là-dedans, les conflits ne passent comme... Ah, il va en Alabama, puis là, Morgan Freeman, il se fait arrêter par la police parce qu'il c'est un noir, pas supposé conduire une auto. La scène finit, ok, il a le droit finalement. Les conflits arrêtent là. Une autre des femmes de ménage meurt. Elle meurt de vieillesse dans la maison. Ça finit là. Miss Daisy puis Morgan Freeman s'entendent pas si bien. Il y a une grosse chicane. Bon Dieu. Le film, en plus, c'est même pas si beau que ça. Il a gagné 4 Oscars, Miss Daisy, Driving Miss Daisy. Il a gagné meilleure actrice, meilleur scénario, j'arrive pas à croire. Il a gagné meilleure actrice, meilleur scénario, meilleur maquillage et meilleur film. En fait, le film commence en 1940 puis finit en 1970, donc on voit les personnages vieillir. C'est même pas que le film en 89 était à l'avance. Comme il y a des films qui avaient gagné meilleur maquillage dans les années 80, comme Le Loup-garou de Londres, qui était incroyable. Il y a The Fly qui a gagné meilleur maquillage. Ceux-là, ils ont mis un petit peu de blanc dans les cheveux. Morgan Freeman, je l'adore, mais son personnage ou la façon qu'il joue est d'une cliché totale et sans subtilité. Miss Daisy n'aurait même pas dû être nominée cette année-là. Miss Daisy aborde un petit peu le racisme. J'ai dit que le personnage noir a l'importance, donc il y a des préjugés. On arrive dans les années 40 jusqu'aux années 70, il y a cette émancipation des Noirs qu'on survole. On survole, c'est pas la thématique du film. La thématique du film, vraiment, c'est une des thématiques du film, mais la vraie thématique, c'est donc une amitié qui se crée entre cette vieille madame aigrie et difficile et ce chauffeur. Mais c'est ça, donc, Miss Daisy, son chauffeur, il aurait même pas dû être nominé. Ça aurait dû être Do the Right Thing, comme je disais. Do the Right Thing, sorti en 89, et c'est un film encore très d'actualité. On parle du racisme. Spike Lee, donc, qui est un réalisateur noir, si vous ne le savez pas, mais est très engagé, aborde le racisme, pas juste les blancs envers les noirs, mais le racisme en général dans le film, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de nuances. T'sais, Miss Daisy, au final, c'est comme... Ah, c'est bien, avant, il y avait du racisme, aujourd'hui, ça a changé. Mais la première fois que j'ai vu Do the Right Thing, j'étais pas sûr de comprendre le message parce que le film pose plein de questions, il ne répond pas à toutes, mais te fait réfléchir. Au final, ça devrait être ça le cinéma. Le cinéma, ça devrait être divertissant parce que Do the Right Thing, c'est pas long, là. C'est pas long, c'est pas chiant. Ça bouge, puis c'est rythmé, puis tu sens que les personnages, quand ils parlent, c'est comme si c'était du monde que tu as déjà vu. Et ça te pose des questions artistiques. J'adore Do the Right Thing. Personnellement, c'est dans mon top 20. Donc, c'est sûr que je comprends pas qu'il soit pas nominé. Gran Torino, la relation entre les personnages me semble semblable. Contrairement à Miss Daisy, qui est comme vraiment... Tu sais, c'est léger, Miss Daisy. On est dans un monde de fleurs idylliques où tout est léger. Dans Gran Torino, les problématiques, tu les ressens vraiment plus. Le gros problème de Miss Daisy, c'est que tous les conflits, tu les ressens pas. Mais dans Gran Torino, tu les ressens. C'est les mêmes thématiques dans Gran Torino et Miss Daisy. Sauf que un, on s'en fout totalement. Puis dans l'autre, ça te prend au cœur. Il y en a un, la caméra, la mise en scène et le jeu d'acteur passable. Mais comme passable, comme pas remarquable, disons. Et Gran Torino, la caméra, la lumière est travaillée, le montage est travaillé. Driving Miss Daisy, j'en dirais que je suis en train de le bâcher comme si c'était le pire film de la Terre. C'est un film qui est bien. Mais tu gagnes pas un Oscar quand t'es bien.
Puis la même année, donc, il y avait des films meilleurs qui n'ont même pas été nominés. Disons qu'on oublie Do the Right Thing, comme je vous dis, qui est un film extrêmement bon. Glory est un film sur la guerre de sécession, et c'est le premier régiment noir de l'armée qui a existé. Et dans Glory, avec Denzel Washington, Morgan Freeman, beaucoup plus intéressant d'un point de vue technique. Tout un film donc, qui se passe dans la guerre de sécession, donc il y a des décors plus intéressants. C'est un film de guerre, donc il y a une caméra aussi, un montage plus travaillé, mais les thématiques sur le racisme aussi sont plus intéressants, et l'ambiance, les jeux d'acteurs, tout ça, pas nominé cette année-là. Mais bref, donc j'ai écouté Driving Miss Daisy et j'en avais beaucoup à dire. Hey, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, on va passer déjà au prochain. Danse avec les loups, Dance with the Wolf. Nominé cette année-là, Goodfellas, Les Affranchis, L'Éveil, Ghost et Le Parrain 3. Là-dedans, j'ai tout vu sauf L'Éveil. Puis Godfather 3, c'est pas mauvais. Beaucoup de monde chiale sur Godfather 3. Il est pas aussi bon que le 1 et 2, mais Le Parrain 3 est un film quand même très respectable. Je suis pas fâché de le voir là. Après ça, donc là, si on prenait juste le critère, est-ce que c'est le film qui le méritait le plus de gagner cette année-là, Danse avec les loups? Les Affranchis a vraiment marqué les films de gangsters, mais on va essayer de vraiment, comme je vous dis, de classer les films entre eux, donc ceux qui ont gagné par rapport à ceux qui ont gagné. On va parler un peu comme jugement de ceux qui étaient contre compétition, mais Danse avec les loups, si on juge avec les autres films, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est très long par contre. Longueur en temps, pas longueur en scénario. De mémoire, c'est un soldat de la guerre de sécession qui décide d'aller au bout de la... C'était pas la guerre de sécession, peut-être que c'est la guerre d'indépendance, qui décide d'aller à la limite de la frontière américaine. Il fait des rencontres avec les Premières Nations. Et le film essaie donc aussi de montrer que les Premières Nations sont des personnes, pas des sauvages, c'est du monde comme vous et moi, là, comme il était une société distincte, avec une culture, des personnalités, tout ça. Il essaie vraiment de mettre une emphase sur des personnages des Premières Nations, puis de donner une personnalité, puis de... Le film a été critiqué aujourd'hui en disant qu'il était peut-être cliché. Pour l'époque, il essaie de faire ça, et je pense qu'il est quand même pas si mal vécu. Je suis pas une personne des Premières Nations, je peux pas le dire, mais il paraît que il y a quelques clichés encore qui persistent dans le scénario. Mais le film, d'un point de vue technique, il est très beau, les décors sont très beaux, la caméra est très belle, et le jeu d'acteur est très très bon aussi. Pourquoi, par contre, je le mets pas dans Oh My God, c'est vraiment bon? Ben, l'histoire m'a pas plus marqué que ça. C'est un très bon film, c'est ça, ça classe moyenne, comme c'est un B tiers, là. Il mérite son Oscar. Tes classes moyennes, là, il mérite son Oscar. Mais j'irai pas le mettre jusqu'à Oh My God, c'est vraiment bon. On va passer donc au Silence des agneaux, qui était en nomination cette année-là contre La Belle et la Bête, premier film d'animation qui était nominé aux Oscars. Bugsy, j'ai pas vu, aucune idée, c'est réalisé par Barry Levinson, le même qui a fait Rain Man. JFK et The Prince of Tide, la princesse des marais. Je sais pas du tout c'est quoi. Le Silence des agneaux, donc, c'est un des 3 films qui a gagné les 5 Oscars, le Big Five. Le Big Five, c'est meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario. Et je trouve que c'est un excellent film. Le Silence des agneaux est tiré d'un livre et ça parle dans le livre, ça parle un peu plus de féminisme, mais il y a une thématique vraiment... C'est un très bon thriller. Ça me fait très bien son travail. La réalisation est vraiment bonne. Le jeu d'acteur avec Anthony Hopkins est littéralement rentré dans la culture populaire. Blanche-Neige n'était pas en nomination pour meilleur film. Blanche-Neige était gagné un Oscar pour un Oscar d'honneur comme étant le premier film d'animation. Mais il n'a pas été nominé pour meilleur film. Nuance. Le réalisateur, il est mort il y a quelques années. Jonathan Demme a fait un autre film, Philadelphie, qui parle donc avec Tom Hanks, qui parle de quelqu'un qui a le sida et qui va mourir. La direction photo, c'est Tak Fujimoto. Vous avez sûrement jamais entendu le nom de Tak Fujimoto. C'est lui qui a fait donc la direction photo du Silence des agneaux. Il a fait la 6e sens. Il a pas fait il a pas fait Star Wars, il a été juste caméra. Donc il a fait la direction photo du 6e sens, le Silence des anneaux et de Philadelphie. Et Tak Fujimoto et Jonathan Demme, le réalisateur, j'adore leur façon de cadrer les champs contre champs. Je sais pas, vous vous rappelez dans Silence of the Lambs quand ils sont les deux. Anthony Hopkins, c'est dans donc, sa salle privée, puis il y a juste un gros plan, puis il regarde directement la caméra, donc directement nous, et après ça, il y a Clarisse, les deux se regardent dedans, et il y a une façon de filmer, c'est un champ contre champ, juste gros plan de la tête, mais l'éclairage,
le cadrage, l'ambiance donnée par cette mise en scène et par cette direction photo, j'adore. Dans Philadelphie, il fait la même chose. Il y a comme un cadrage particulier, une façon d'éclairer tout ça. Quand on fait un film, disons, comme Laurence d'Arabie, c'est facile de faire des beaux décors. T'es dans un film qui se passe en 1914 avec des vieux décors en désert. Faire une belle photographie dans une maison de tous les jours, c'est plus difficile de faire de quoi qui va te marquer autant. Et personnellement, la direction photo de Cinema of the Land me marque particulièrement. J'aime beaucoup. Tak Fujimoto, jamais été nominé aux Oscars. Jamais été nominé aux Oscars. Je suis de la merde ou... Non, jamais nominé aux Oscars. Incroyable directeur photo. Et chef-d'œuvre. Est-ce que par contre, il est aussi bon, disons que... Est-ce qu'il est vraiment comme le Estia là? Est-ce que ce serait notre premier chef-d'œuvre? On peut le mettre dans le chef-d'œuvre, je trouve. Ouais, pour l'instant, on va le mettre dans le chef-d'œuvre. Au pire, tu peux le changer si tu trouves meilleur. C'est ça, au pire, on mettra dans Oh My God, c'est vraiment bon. Là, en ce moment, j'hésite en Oh My God puis chef-d'œuvre. On va parler maintenant, donc c'est ça, de Unforgiven, qui est donc dans mon top 10 personnel. Le film commence, on est dans un village, il y a une prostituée qui se fait violenter par un client. La ville met les clients dehors, la ville, genre le maire, mais ils veulent pas comme dédommager la prostituée, comme ils veulent pas fouetter le client, ils font comme ok, il est mis dehors de la ville, c'est tout. Donc les prostituées ramassent de l'argent, ils disent, les prostituées veulent que les deux clients meurent. On arrive maintenant au personnage de Clint Eastwood, ancien cow-boy, ancien hors-la-loi qui a fait beaucoup de grabuge. Il apprend que donc beaucoup d'argent sur la tête de deux personnes de même. Il apprend que donc ils ont violenté des femmes. Il accepte d'aller les tuer. Unforgiven, ça parle, c'est Clint Eastwood qui joue le rôle principal et son meilleur ami, joué par Morgan Freeman, sont donc deux personnes qui sont déjà dans la cinquantaine dans ce temps-là. Et ça parle des personnes âgées qui essaient de faire la paix avec leurs démons du passé. Unforgiven, c'est un film sur la vieillesse. C'est un film qui parle de est-ce que tu peux changer, est-ce que tu peux vivre en ayant commis des actes atroces, parce que c'est pas le personnage principal d'Unforgiven, c'est pas un gentil cowboy, c'est alors la loi qui a violenté lui-même des femmes, qui a tué des animaux pour le fun, qui est alcoolique, tout ça, puis qui est devenu une bonne personne en vieillissant parce qu'il s'est calmé, mais il vit encore avec toute cette douleur-là sur le dos, et donc il part en dernière mission parce qu'il a vraiment besoin d'argent pour... il vit sur une petite ferme, puis il a vraiment besoin d'argent parce qu'il faut qu'il nourrisse ses enfants. Et au cours du trajet, Morgan Freeman puis Clint Eastwood sont rejoints par un plus jeune qui a entendu les histoires du hors-la-loi et qui voit à quel point comme il était un badass avant, puis il dit « Ah, toi, t'es un badass, moi aussi, je suis un badass, je veux être comme toi. » Puis Clint Eastwood dit « Man, c'est vraiment pas si fun d'être un tueur, d'avoir commis des actes atroces. » Et donc, on a aussi toute l'idée du mythe du western, du mythe du cowboy. Un des personnages, donc, qui se promène avec son biographe, il essaie de montrer à quel point c'est un magnifique tireur et tout ça. Le biographe écrit un livre sur lui. Et quand le maire arrive, il connaît ce gars-là. Il dit « Hey, il est pas si nice que ça. Tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Oui, il tire bien, mais il est pas si nice. » Les 90, c'est vraiment dessiné de Morgan Freeman. Morgan Freeman s'est fait connaître à fin quarantaine comme acteur. Tu sais, il a travaillé dans les années 70, il a fait des petits rôles ici et là, mais il s'est vraiment fait connaître à partir de fin années 80. Et c'est un acteur incroyable. C'est fou comment, en 20 ans, cet acteur-là a comme explosé, a montré son range du talent, mais avant ça, il jouait pas nulle part. Donc, si vous êtes acteur, ou si un jour vous vous dites « Hey, je pourrais jamais percer », pensez à Morgan Freeman qui s'est fait connaître à 50 ans, qui a eu ses premières nominations. Il a joué dans 3 films qui ont gagné meilleur film aux Oscars, Driving Miss Daisy, Unforgiven et $1 Million Baby. Et les 3, et il a gagné un Oscar lui-même. Puis il a joué après ça dans Shawshank Redemption, il a joué dans Batman. Tout ça à 50 ans, aujourd'hui, il doit avoir dans 70-80. Incroyable. Donc Unforgiven, je l'aime beaucoup. C'est beau. La direction photo est incroyablement belle. Clint Eastwood, c'est lui qui réalise, c'est lui qui fait la musique, je crois, c'est lui qui joue. La thématique est le fun, inspirante, touchante, les histoires sur les petits vieux qui font une rédemption, ou les gens qui font une rédemption sur leur péché avant, sur leur démon intérieur. J'adore ça. Donc moi, chef-d'œuvre. Je sais que ça va pas être tout le monde qui va l'adorer. Ben, dans le sens comme, vous n'allez pas tout être d'accord, peut-être que du monde aurait dit « Oh my God, c'est vraiment bon », on va le mettre dans le chef-d'œuvre. Et puis Toya Bâtard, j'ai même pas dit contre qui il était contre The Crying Game, Des Hommes d'honneur, A Few Good Men, c'est avec Tom Cruise, A Walk In, Retour à Walk In, j'ai pas vu. Le temps d'un week-end, ça c'est un film avec Al Pacino qui a gagné un Oscar, j'ai pas vu. La liste de Schindler. Là, il était en face, il y avait In the Name of the Father, The Fugitive, La leçon de piano et Les vestiges du jour. La leçon de piano,
j'ai vu et j'ai détesté. J'ai détesté, mais je peux comprendre quelqu'un qui aime. Je peux comprendre la leçon de piano que le monde aime, mais c'est vraiment pas, c'est pas vraiment pas mon genre de film. J'ai détesté les personnages, j'ai détesté l'histoire. Donc la liste de Schindler méritait vraiment de gagner cette année-là. Mais par rapport aux autres, c'est un film extrêmement touchant. C'est un film qui est triste, la liste de Schindler, mais que je peux réécouter. Je ne l'écouterai pas à chaque fin de semaine comme c'est pas un film léger à regarder, mais la liste de Schindler, c'est lourd, mais c'est pas difficile à regarder. Je sais pas comment l'expliquer. Et comme c'est entertainment, mais pas dans le sens comme le fun. Le travail de direction photo est incroyable. La mise en scène est incroyable. C'est bien fait. Il y a du monde qui ont déjà critiqué la liste de Schindler en disant c'est du drama fait exprès. Comme il y a une mise en scène, comme un peu. Une fois, il y a des juifs qui vont dans une douche. Puis tu t'attends à ce qu'il se fasse gazer. Donc là, il y a comme et là, tu joues avec les émotions du spectateur en disant ok, tu vas voir des gens mourir, mais finalement, c'est juste de l'eau qui sort. Et donc, il y a du monde qui critique. J'ai déjà entendu du monde qui critiquait la liste de Schindler en disant comme c'est un film qui joue avec les sentiments, mais le cinéma n'est-il pas un art qui joue sur les sentiments? C'est des critiques de mauvaise foi. Non, c'est une critique qui se vaut. C'est vrai que la liste de Schindler joue avec tes sentiments. C'est pas quelque chose, une thématique qui devrait être le fun. Et là, t'en fais un peu un thriller comme est-ce qu'ils vont se faire gazer ou non, ces juifs-là. C'est une critique qui se vaut. Mais après ça, je suis pas d'accord. Comme ça fait une tension. Ça rend le moment encore plus stressant. Puis tu peux comprendre qu'est-ce que les personnages vivent. La fois que je te dis, c'est qu'il y a du monde qui disent que c'est pas fait avec classe, cette scène-là. C'est pour ça. Moi, je trouve que c'est bien, mais j'ai déjà entendu des critiques qui disaient que c'était pas fait avec classe, la liste de Schindler, puis que ça entertainait l'Holocauste. La liste de Schindler, chef-d'œuvre. Forrest Gump, l'affaire, c'est que tout le monde a dit que c'était un film qui a gagné aux Oscars mais qui aurait pas dû, parce qu'il était en face de Pulp Fiction et de Shawshank Redemption, donc d'un film qui a littéralement marqué une génération de cinéphiles et de celui qui est numéro 1 aux Oscars, sur IMDb. Mais si on prend Forrest Gump par rapport aux autres films, c'est pas un mauvais film. Tu peux pas savoir qu'est-ce qui va marquer autant une génération. Puis on va se dire, Forrest Gump a quand même marqué aussi beaucoup de monde. Tout le monde a déjà vu Forrest Gump quand il était jeune, j'imagine, quand ça passait à la télé. C'est un film qui est très fun à regarder. Un peu simpliste, quand même, d'un point de vue caméra, d'un point de vue technique, effets spéciaux surtout. C'est incroyable pour l'époque. Tom Hanks, il rentre dans des images d'archives, puis on croit vraiment qu'il parle à JFK, on croit vraiment qu'il est dans ces moments-là d'archives. Le jeu de Tom Hanks aussi est très très bon. Tom Hanks qui avait donc gagné l'année d'avant un Oscar, puis qui gagne encore un Oscar cette année-là pour meilleur acteur. L'année 94, c'est une bonne année, puis Forrest Gump, donc il y a du monde qui souvent, quand je regarde le top des pires films qui ont gagné aux Oscars, il va pas être dans le top 10, mais il va être... souvent, il va revenir comme il aurait pas dû gagner face aux autres films de cette année-là. Mais si on prend juste comme meilleur film par rapport aux autres meilleurs films, je trouve que c'est pas un mauvais choix, Forrest Gump. Clairement pas, par contre, c'est pas un chef-d'œuvre pour moi. On va pas aller jusque-là, parce que comme je vous dis, c'est un petit peu simplet. J'irai pas jusqu'à Oh my god, c'est vraiment bon. J'irai dans la classe moyenne. À l'époque, est-ce que tu pouvais savoir que Pulp Fiction allait être aussi marquant? Il y a des fois un petit buzz qui arrive avec un film, puis t'es vraiment dans cette bulle de buzz-là. Mise en scène aussi, Robert Zemeckis qui a fait Le Retour vers le futur, qui a fait aussi Seul au monde. Robert Zemeckis, il aime beaucoup les effets spéciaux, il est très très bon, puis c'est un très bon mise en scène. Un gars de mise en scène, Robert Zemeckis. Les plans sont faits à mettre une bonne composition d'images, à bien tout cadrer. Tu comprends linéairement, tu comprends facilement c'est quoi. Il met bien en image, il met bien en mise en scène, mais il fait pas comme tout le monde dans la mise en scène et en image. Forrest Gump, classe moyenne. Braveheart, face à Apollo 13, que honnêtement, je pense que c'est ça que j'aurais voté. Ou Babe le cochon. Babe le cochon, c'est un de mes films préférés quand j'étais jeune. Braveheart, par contre. Braveheart, où est-ce qu'on se met par rapport à tout ça? Je suis pas un fan de Braveheart. Je crois pas que c'est un mauvais film. Donc le scénario est complètement acheté d'un point de vue historique, d'un point de vue fait réel. Mais d'un point de vue costume, d'un point de vue caméra, il fait en masse le stuff, il est vraiment très très beau. Je le mettrais peut-être dans la classe moyenne. D'un point de vue technique, je peux comprendre qu'il gagne. Mais par rapport aux autres films, Braveheart, je trouve que c'est un film très moyen. Je crois pas que c'est en plus un meilleur film de Mel Gibson. Le patient anglais. Et bon Dieu, on va en parler du patient anglais parce que c'est long. Mais là, de long dans le sens comme pas intéressant. Là. Je peux comprendre comme qui gagne au point de vue peut-être... ça a l'air d'être un grand film épique à la Laurence d'Arabie. Mais même d'un point de vue cinéma, d'un point de vue décor, d'un point de vue caméra, je trouvais pas que c'était si incroyable que ça. Patient anglais,
il se vend comme un Lawrence d'Arabie, mais je trouve qu'il n'est pas aussi bon. Fargo est vraiment plus intéressant dans le scénario et les thématiques. Jerry Maguire est une meilleure histoire d'amour que Le Patient anglais. Le film Jerry Maguire commence comme un film sportif et tranquillement devient une histoire d'amour. Je peux comprendre que Le Patient anglais gagne. Fargo, honnêtement, est un meilleur film quand tu parles de films comme que j'aime, mais c'est ça. Le Patient anglais, j'ai pas été impressionné du tout. D'un point de vue technique, je peux comprendre. En plus, attends. Hey, on va parler de ça. On va parler de Patient anglais une seconde de plus. Ça vous dérange pas. Stuart Gregg, c'est lui qui a fait les décors. C'est lui qui a fait les décors d'Harry Potter. C'est comme quelqu'un qui a vraiment beaucoup de talent. Mais ça se ressent pas autant, je trouve, dans le film. Les décors sont pas si incroyables. Le film se passe dans le désert. Ils ont tout pour faire une caméra incroyable. Je suis pas si étonné. Le maquillage, t'es du grand brûlé. J'étais pas étonné. Ah oui, aussi, le film est produit par Harvey Weinstein. Donc, à chaque fois que je voyais une femme nue, j'étais mal à l'aise. Ceux qui ne savent pas c'est qui Harvey Weinstein, c'est un gars un producteur des années 90 et qui est 2000, qui a agressé beaucoup de femmes. Harvey Weinstein, avant même que je sache ça, je le détestais parce que ses campagnes pour les meilleurs films aux Oscars étaient très, très agressives. J'imagine que c'est pour ça que Le Patient anglais a gagné. Le Patient anglais, sûrement qu'il a fait une campagne agressive pour dire le nouveau Lawrence d'Arabie des années 90. On va reparler d'Harvey Weinstein plus tard, avec Shakespeare in Love et Chicago. Je vois comme qu'ils ont essayé de mettre du sien, mais je le sens pas. Donc je me dis, classe moyenne, ils veulent que ce soit beau. Il y a des scènes qui sont belles. Les scènes avec Juliette Binoche, il y a une scène qui est dans une église qui est éclairée avec une lampe frontale, qui sont très belles. Une scène qui sont dans des grottes, qui sont très belles. Puis après ça, tu tombes à des scènes, Osef, tu t'en fous. C'est pas le meilleur film, mais je suis pas fâché comme Driving Miss Daisy qui gagne le film. Titanic. Facilement, Titanic. Très bon film. J'irais dans Oh My God, c'est vraiment bon. Pourquoi je le mets pas dans le chef-d'œuvre? Je trouve que l'histoire d'amour est vraiment gnangnan, un peu cucu. C'est grandiose. Vraiment, quand tu penses à meilleur film, tu penses à Titanic. Quand tu penses à Oscar meilleur film, tu penses à de quoi de grandiose ou avec une thématique artistique incroyable. La mise en scène est belle, les décors sont bons, tout est bon d'un point de vue technique, mais c'est vraiment au niveau du scénario que ça baisse un petit peu pour moi. Mais je l'aime beaucoup le film. Je l'aime beaucoup. J'aime le film. On s'entend, l'iceberg aurait dû gagner second rôle. Il méritait de gagner, clairement. Mais pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, il est vraiment au-dessus de la moyenne. Là, on va tomber dans Shakespeare in Love. Si c'était juste moi, Shakespeare in Love, je me mets dans Mais pourquoi? Comparé avec ce qu'il a gagné cette année-là, Elisabeth, Il faut sauver le soldat Ryan, La ligne rouge, donc un film encore sur la Deuxième Guerre mondiale, et La Vita è Bella. Et là, tu te dis, Il faut sauver le soldat Ryan, pas gagné un film aux Oscars? Ah ben, Shakespeare in Love, ça doit être incroyable, ça doit être un chef-d'œuvre. Mais non, pas du tout. Je veux dire, c'est divertissant. Shakespeare in Love est clairement plus divertissant que Driving Miss Daisy, clairement plus fun à regarder que certains films qu'on a déjà parlé. C'est le fun à regarder. Et après, ça ne va pas gagner meilleur film cette année-là. Et là, on va parler encore une fois d'Harvey Weinstein. Harvey Weinstein était donc le producteur. Il a fait une campagne très, très agressive pour que Shakespeare in Love gagne meilleur film. Il a gagné 7 Oscars, je pense. Puis honnêtement, il y a des Oscars là-dedans qui le méritent. Comme les costumes méritent, la direction artistique mérite. T'aurais pu le mettre nominé. J'aurais pas été fâché comme Driving Miss Daisy qui soit nominé, mais qui gagne face à Il faut sauver le soldat Ryan. C'est ça qui est pas d'allure. Par contre, ce que je veux faire, parce que je veux pas mettre le film en Mais pourquoi, parce que là, oui, on met les critères par rapport aux autres films qui étaient nominés cette année-là, mais comme je vous ai dit, je veux surtout qu'on compare les films, mais un film avec les autres. Qu'est-ce qui vaut Shakespeare in Love par rapport aux autres? Clairement pas, il est pas dans les deux premiers. Mais peut-être qu'il serait en classe moyenne. Il méritait pas de gagner cette année-là, mais il est pas un mauvais film. Quand même, les décors sont bien faits. L'histoire est intéressante. Il y a Judi Dench qui joue 10 minutes. La reine Elisabeth, elle a gagné un Oscar. Peut-être qu'elle méritait pas non plus de gagner, mais elle joue très bien. Gwyneth Paltrow méritait peut-être pas l'Oscar. Elle joue correct. Je veux dire, elle joue bien. La direction photo est belle. Le montage est bien fait quand même. Tu sais, comme... Je suis pas fâché que le film soit nominé, je suis fâché qu'il ait gagné. Puis là, il faut comparer les films qui ont gagné seulement. C'est en haut de Rain Man, puis c'est plus fun que Patient anglais. Shakespeare in Love, s'il était sorti dans la même année que Rain Man, j'aurais dit Shakespeare in Love gagne. Là. Bref. On passe à American Beauty. American Beauty, donc, face à lui, l'œuvre de Dieu, la part du diable. Du diable. La ligne verte,
The Insider et Sixième Sens. Oui, Sixième Sens était nominé aux Oscars. Ce qui méritait de gagner. Donc, ça, je sais plus c'est quoi, mais pour ceux qui ne savent pas de Insider, c'est l'histoire de un homme qui travaille pour une compagnie de cigarettes et qui annonce à tout le monde, je pense que c'est une histoire vraie, qui annonce publiquement que les compagnies de cigarettes savent que ça donne le cancer, mais ils le cachent. C'est comme un lanceur d'alerte de Insider sur les compagnies de cigarettes. Je ne l'ai pas encore vu. Ça a l'air extrêmement bon. En plus, c'est réalisé par Michael Mann, qui est un excellent réalisateur aussi, qui a fait d'autres films que vous connaissez peut-être pas, mais il est un très bon réalisateur. Et donc, c'est ça, c'est une histoire vraie? Je pense que oui. Basée sur une histoire réelle, ouais, c'est ça. Je l'ai pas encore vu, mais ça a l'air très très bon, donc je peux pas te dire s'il méritait. Sixième Sens, Ligne Verte, très bon film, American Beauty. Un tiers, on est d'accord. Aussi, comme je disais, c'est facile de faire un beau paysage. Regarde, on va faire une comparaison. Tu prends un paysage comme le désert et tu veux faire un beau plan comme dans Laurence d'Arabie, c'est facile, tu as le désert. Le patient anglais n'est pas capable de faire un plan aussi incroyable que Laurence d'Arabie alors que tu as un décor. American Beauty, tu es dans une maison, tu es en banlieue. Tu n'es pas dans un décor incroyable et la direction photo, je trouve que c'est incroyable, c'est très très beau. Le directeur photo de American Beauty, c'est Karan L. Hall. Je le connais par cœur parce que j'aime beaucoup, il est mort là. J'aime beaucoup cette direction photo, j'aime beaucoup ces clairs-obscurs. Il a fait La Voix de Perdition, il a fait Butch Cassidy et King, il a gagné 3 Oscars, dont pour American Beauty. Mais c'est ça, c'est un très bon. Il a fait In Cold Blood, qui est aussi un très beau clair-obscur dans la direction photo. La mise en scène est vraiment bonne. La thématique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait c'est un homme qui vit un peu sa crise de la quarantaine, puis comme on croit que dans les banlieues américaines, tout le monde est heureux, tout est beau, mais finalement, il y a tout anguille sous roche. American Beauty, c'est une thématique qu'on a déjà vu un petit peu avant, puis qu'on a vu après, mais qui le fait très bien. Il y a beaucoup de réalisations en ligne. Il y a beaucoup de réalisations en ligne de compte, pas juste la DP. Non, je sais, mais là, je faisais juste parler de la DP. C'est juste parce que American Beauty, c'est un directeur photo que j'aime beaucoup, le Karan L. Hall, et je voulais en parler. Il n'y a pas juste la direction photo à prendre en compte, bien sûr. Je ne mettrais pas ça dans chef-d'œuvre. Je mettrais ça dans A. Juste pour les thématiques, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on prenne juste en compte la technique. Le jeu d'acteur, l'histoire, la narration est vraiment bonne aussi.